Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous. Un épisode spécial Noël 2023. Ho ho ho! Si vous avez vu le spécial Noël 2022, vous connaissez beaucoup de choses sur Ciné-Cadeau, une tradition du temps des fêtes à la Télé-Québec. Mais il vous manque une information essentielle. Ciné-Cadeau a toujours principalement présenté des longs-métrages d'animation venant de tous les pays du monde. Il a aussi présenté des films en prise de vue réelle, même s'il a peut-être plus fait dans les années 80 que par la suite. Il a notamment, à de nombreuses reprises, diffusé divers films de la série des Contes pour tous, des films qui ont d'ailleurs continué à être diffusés assez couramment durant le temps des fêtes, à Télé-Québec ou d'autres chaînes, sans que ça soit dans le cadre de ciné-cadeaux, durant les fêtes. Pour ceux qui ignorent ce que sont les Contes pour tous, ce sont des films qui s'adressent à toute la famille, qui s'adressent aux enfants, qui mettent en vedette des enfants, qui veulent présenter des bonnes valeurs telles que la paix et le bonheur et plein de choses joyeuses, et non pas la violence et tout cela. Ce sont des films produits par Roch Demers. Ce sont tous des films qui sont soit canadiens ou coproduits entre le Canada et d'autres pays, très souvent le Québec, bien que ça arrive que ce soit dans le Canada anglais. Les Contes pour tous sont des grands classiques pour la jeunesse, particulièrement pour les gens de ma génération, mais pas uniquement. Parce que les Contes pour tous, ce sont de très bons films pour enfants et pour toute la famille. Mais avant de faire les Contes pour tous, la série officielle, Roch Demers avait déjà mis une première fois les pieds dans la production d'un film pour la jeunesse avec le film de 1970, Le Martien de Noël, réalisé par Bernard Gosselin. La production du film avait des problèmes de financement en plein milieu du tournage et Roch Demers s'est embarqué et a sauvé le film qui a pu se continuer. Puisque Roch Demers a réussi à trouver du financement. Le Martien de Noël est un film qui, vu le titre, serait sans doute très intéressant à voir en cette période de fête. Le Martien de Noël. Mais honnêtement, c'est un film assez quelconque qui peut amuser un peu les petits-enfants avec un martien et des enfants qui s'amusent. Mais ça n'a pas vraiment d'histoire. C'est pas terrible. Mais c'est un premier pas qui va mener au Conte pour tous des années plus tard avec une série de films qui va commencer avec le plus connu d'entre tous, très grand classique, sorti en 1984, La guerre des Tucs, réalisé par André Melançon. Il existe un remake en animation 3D que je n'ai pas vu, mais l'original est un classique, pas seulement par ses répliques fameuses telles que la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, ou une réplique qui ressemble à ça. C'est un film à propos d'une guerre de balles de neige dans des groupes d'enfants, une partie d'entre eux faisant un fort et l'autre partie attaquant le fort. À la fin du temps des fêtes, l'équipe à l'intérieur du fort sera l'équipe gagnante. C'est un très bon film. Bon, j'ai déjà dit que
J'ai déjà mentionné qu'avec cette série de films, on a voulu faire des choses non violentes. Et effectivement, ce film n'est absolument pas un film pour encourager la violence. Mais c'est un excellent divertissement, très amusant, avec plein de bonnes valeurs. Je précise tout de suite que je ne crois pas que je vais donner de notes au compte pour tous. Parce que ça fait partie de ma jeunesse et que je serais trop... que je serais trop... comment dire... trop influencé par ma jeunesse. Ce sont beaucoup des films que j'ai vus dans mon enfance, auxquels je donnerais sans doute à beaucoup d'entre eux des 4 sur 5, tels que j'aurais donné d'ailleurs à La Guerre des Tucs. Donc, je vais éviter de donner des notes. Mais La Guerre des Tucs, c'est un excellent film. Le deuxième film qui suivra en 1985 est Opération Beurre de Peanut, en anglais de Peanut Butter Solution, réalisé par Michael Roubeau, un premier film canadien-anglais qui est, ma foi, fort amusant à propos d'un enfant qui, au début du film, suite à une grande peur, perd tous ses cheveux. Mais des fantômes lui donnent une recette magique à base de beurre de peanut et d'autres ingrédients mystérieux qui lui ferait repousser ses cheveux. Mais les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite. Un excellent, excellent film. Malgré que c'est un film fantastique, ça l'a pas coûté très cher à faire, c'est évident. Ça ne l'empêche pas d'être extrêmement original, bien pensé, bien fait. C'est très, très, très bon. Mais bon, en même temps, encore une fois, je suis influencé. C'est même un des premiers films qu'on a acheté sur VHS dans le temps. Je dois avoir encore ma VHS quelque part, mais j'ai pas envie de chercher. Ça a été suivi en 1986 par Bach et Bottine d'André Melançon. Bach, c'est un certain compositeur de musique qu'on connaît bien. Bottine, on risque de le connaître peut-être un petit peu moins. En fait, le film met en scène une petite fille qui perd ses parents et se retrouve chez son oncle, qui est un grand amateur de musique classique, dont c'est la passion et qui aime le calme, la tranquillité, tout ce que les enfants n'amènent pas, surtout que c'est une enfant qui vient de la campagne, qui aime vivre avec des animaux, incluant la fameuse moufette Bottine. C'est un film tout à fait, ma foi, fort amusant et qui campe très bien ses personnages et qui promet de bonnes émotions. C'est un classique aussi, un très bon film que je recommande chaudement, un classique du cinéma québécois. Ce qui amène en 1987 Le Jeune Magicien, en version originale Kudone Dieko, qui est une coproduction entre le Canada et la Pologne, réalisée par Waldemar Dziki. Ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Je l'ai d'ailleurs vu sur grand écran au cinéma, alors que je voyais pas souvent des films au cinéma à l'époque. Maintenant, ayant un peu vieilli, je dois avouer que je l'apprécie un peu moins. Il y a des longueurs et certains passages qui s'adressent clairement qu'aux tout petits, mais ça reste quand même bien fait avec certains plans très réussis et des personnages assez bien campés. Donc, le personnage principal est un enfant qui va assez vite se rendre compte qu'il a des dons de magie. En fait, pour être plus exact, des dons de télékinésie. Il peut déplacer les objets avec la pensée, mais il a énormément de difficultés à contrôler son don, ce qui provoque des catastrophes. C'est un film qui est très bien, surtout pour les enfants. En 1987, il y a eu C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand, ou The Greenland of Small, réalisé par le réalisateur tchèque Wojtek Jasny. Donc,
C'est un film fort sympathique, avec une intrigue un peu fantaisiste, avec des enfants qui vont découvrir un monde magique. Ce n'est pas très original, mais c'est sympathique. C'est pas mal mené, donc c'est intéressant. Même si c'est pas nécessairement le plus grand des contes pour tous. C'est un assez bon film. En 1988, il y a La Grenouille et la Baleine, réalisé par Jean-Claude Lord, un grand classique. Donc, dans ce film, il y a en fait, c'est comment dire... Dans ce film, il y a une fille rousse qui vit chez son grand-père avec sa famille. Et ma tête était au-dessus du micro, donc le son était sûrement pas très bon. Donc, ils vivent près de la mer, de l'océan plutôt. Et la petite fille est amie avec les dauphins et tout cela. Et il va y avoir une baleine qui va arriver éventuellement dans le portrait. Mais c'est un film fort sympathique, un classique du cinéma québécois, encore une fois. Un film que je recommande chaudement, mais pas autant que le film suivant, qui est probablement un des films que j'ai les plus aimés quand j'étais petit à la Maya. Quand j'étais petit, un film que j'ai beaucoup aimé voir. Quoique j'ai été chanceux, j'ai eu une projection spéciale, en fait, dans mon école primaire. Ils sont venus nous présenter le film avant qu'il sorte, probablement comme une projection test. C'est le film de 1988, Les Aventuriers du Timbre Perdu, Tommy Tricker and the Stamp Traveler, réalisé par Michael Roubaud, une coproduction entre le Canada, la Chine et l'Australie. Donc, dans ce film, les enfants découvrent un livre de timbres dans lequel se cache une formule qui permet de voyager à travers le monde sur un timbre grâce à la magie. Ainsi, un des enfants va vouloir utiliser cette méthode pour voyager en Australie pour trouver un timbre perdu. Un timbre très particulier, où a été enfermé l'enfant qui a découvert la formule magique pour voyager sur les timbres. Mais Tommy Tricker va lui jouer un mauvais tour et il va se retrouver en Chine plutôt qu'en Australie. Ouh! C'est un excellent film. C'est très amusant, très divertissant, très bien fait et très intéressant et assez multiculturel. Un film de 88 qui se passe en partie en Chine. Quand même! Et en 1989, il y a eu Fierro, l'été des secrets, El Verano del Potro, réalisé par André Melançon en Argentine. C'est un film assez sympathique qui nous plonge dans le monde des chevaux un peu, en quelque sorte. C'est un film sympathique, mais je dois avouer que je ne suis pas nécessairement le plus grand fan. Mais c'est un film qui est très très bien. Juste que je m'en souviens peut-être un peu moins. En 1989, il y a eu Bye Bye, Chaperon Rouge, Marta Mészáros, fait en Hongrie, qui reprend d'ailleurs la même actrice que dans La Grenouille et la Baleine, qui joue le rôle du Chaperon Rouge. Mais c'est une version un peu modernisée du conte, une version prolongée, bien évidemment, et éventuellement, à un stade avancé du film, le Chaperon Rouge va aller en ville où le monde est différent. C'est un film qui est très intéressant. En 1990, il y a eu Pas de répit pour Mélanie, de Jean Baudry, un
Un beau petit film sur l'amitié, sur la vie de village, et c'est, ma foi, fort sympathique. En 1990, il y a eu Vincent et moi, réalisé par Michael Roubaud, qui est une coproduction avec la France. Vincent, c'est Vincent Van Gogh, le peintre. Et justement, le personnage principal du film est une fille qui s'adonne à la peinture et qui a, semble-t-il, un dessin qui ressemble à celui de Vincent Van Gogh. Et quelqu'un va vouloir utiliser un de ses dessins pour faire croire que c'est un dessin retrouvé de Vincent Van Gogh. C'est, ma foi, un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit et qui est vrai, que l'ayant revu, c'est plutôt bien. C'est vraiment un excellent film aussi que je recommande chaudement, comme la plupart des contes pour tous. En 1991, il y a eu La Championne, Championa, une coproduction canado-roumaine réalisée par Elisabetta Bostan, qui est possiblement celui que ma soeur préférait. C'est un film assez remarquable, un film de sport sur une championne, une fille qui veut devenir championne, qui va dans les championnats olympiques, il me semble, en matière de gymnastique. C'est d'ailleurs fortement inspiré par une célèbre gymnaste dont j'ai oublié le nom. C'est un film qui est quand même très réussi. C'est assez loin de mes intérêts, mais ça n'empêche que je me dois de l'admirer. C'est vraiment excellent. Très bon film de sport pour enfants. En 1992, il y a eu Tirelire, Combine et compagnie, réalisé par Jean Baudry, un autre classique québécois qui est extrêmement drôle à propos d'un gros de quelques enfants qui décident de se partir une petite entreprise qui fait des divers travaux ménagers comme passer la tondeuse et diverses autres aides. Et évidemment, ils vont chercher à tirer un peu la couverte chacun de leur côté et c'est très amusant. En 92, il y a eu Danger pleine lune, Motilikas, réalisé par Bretislav Pojar, qui est un film qui est une coproduction canado-tchèque. Je dois avouer que c'est un film que je n'ai pas du tout apprécié. C'est un film qui est rempli de séquences animées avec plein d'objets qui s'animent, un peu comme des poupées. Mais l'histoire a aucun intérêt. Les personnages n'ont aucune profondeur. C'est juste quelque chose pour nous faire balancer une fois de temps à autre une séquence animée. C'est pas très intéressant. Par contre, le trailer est extrêmement réussi et donne l'impression que c'est un film excellent. Marc Labrèche, qui est le narrateur du trailer, est extraordinaire. Il réussit à rendre intéressant un film qui ne l'est pas. En 1994, il y a eu le retour des aventuriers du timbre perdu, The Return of Tommy Tricker, un film réalisé par Michael Roubaud, tourné en partie dans les îles Cook. Donc, c'est la suite, bien évidemment, des Aventuriers du Timbre perdu, dans laquelle aucun des acteurs originaux revient. Les enfants sont tous interprétés par différents acteurs qui ne ressemblent pas nécessairement aux acteurs du premier film. Dans le cas de Tommy Tricker, ils ont réussi à trouver un acteur qui lui ressemble visuellement et qui a une personnalité qui marche très bien. Pour ce qui est des autres rôles, c'est vraiment pas réussi. Cette fois-ci, l'enfant qui était prisonnier, celui qui avait découvert la formule des timbres et qui était prisonnier, va être libéré du timbre au Canada. Et dans le cadre du film, on va voyager vers les îles Cook. C'est un film, ma foi, fort intéressant, qui est assez différent du premier, mais qui est très bien. Puis en 1997, il y a eu Moustache, réalisé par Jim Kaufman,
Euh, Honnêtement, quand j'ai vu ce film, ça m'a presque donné l'impression d'être un téléfilm. C'est un film pour enfants qui raconte pas grand-chose, qui est pas intéressant, qui est laid visuellement. Je le recommande pas. Il y a aussi eu en 1997 Viens danser sur la Lune, Dancing on the Moon, réalisé par Kid Hood, qui est une coproduction avec la République tchèque. Encore une fois, c'est un film que j'ai trouvé assez moyen. C'est plus intéressant tout de même que Moustache. C'est sur le passage de l'adolescence, mais c'est pas très passionnant. Après ça, c'est un peu particulier, en fait. À ce moment-là, les productions La Fête, qui ont fait tous les contes pour tous jusque-là, décident de faire d'autres choses. Ils vont faire un peu de télévision, un peu de court-métrage. Et pendant quelques années, ils vont faire des films plus ou moins similaires aux contes pour tous, mais qui ne sont pas réellement des contes pour tous, du moins dans la façon dont ils ont été annoncés à l'époque, il me semble. Mais rétrospectivement, quand les productions La Fête vont se remettre à faire des contes pour tous quelques années plus tard, ils vont compter ces quelques longs métrages-là comme étant des contes pour tous. Ce qui m'amène donc au film de 1998, Hathi, réalisé par Philippe Gauthier en Inde, qui est à propos d'un enfant qui élève un éléphant. Mais au milieu du film, au milieu du film, il y a un skip, un passage de... En fait, au milieu du film, il y a un passage de quelques années dans le temps, ce qui fait que c'est pas à propos d'un enfant tout le long du film. Et ça donne l'impression presque de plus un documentaire qu'un film de fiction. Mais c'est un assez bon film, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les contes pour tous. En 1999, il y a eu, toujours en Inde, Mon Petit Diable, réalisé par Gopi Desai, ou Joseph Ignace, alias Jassia, qui, cette fois-ci, est un film assez intéressant. C'est basé sur la jeunesse d'un auteur apparemment important en Inde, Joseph Ignace, alias Jassia, qui, à, à l'époque, qui était vivait dans un pensionnat, dans une école où il manquait, où il avait très faim, et il voulait avoir plus de nourriture, et, et donc va voler un peu de nourriture, ce qui va peut-être regretter un peu par la suite, mais il va tomber sur, sur des hommes d'origine africaine vivant en Inde, qui ont de la difficulté à vivre et qu'on ne connaît pas vraiment tellement la situation sociale de ces personnes-là. Et il va vouloir les aider et donc voler plus de nourriture. C'est vraiment bien. Ensuite, en 2001, vont recommencer en grand, si on peut dire, les contes pour tous, officiellement, avec La Forteresse suspendue, qui est la suite de La Guerre des Tucs de 1984, réalisée par Roger Quentin. Bon, personnellement, je trouve que c'est bien moins intéressant que l'original, mais c'est tout de même intéressant. Cette fois-ci, au lieu de défendre un fort de neige, on construit une forteresse dans les arbres, une genre de gigantesque cabane, on pourrait dire ça, même si c'est trop élaboré pour être qualifié de cabane dans les arbres. Et donc, on a encore un affrontement avec une nouvelle génération d'enfants qui se retrouvent à être en bonne partie les descendants des enfants du premier film. Et c'est sympathique. Puis en 2002, il y a eu Regina, qui est une coproduction canado-islandaise, un film de genre musical réalisé par Maria Sigurðardóttir, que j'ai trouvé assez difficile à endurer, honnêtement. Les musiques me cassaient les oreilles.
L'histoire était pas intéressante. Le style était très quelconque. Je ne recommande pas ce film. En 2004, il y a eu Un été avec les fantômes, Summer with the Ghosts, réalisé par Bernd Neuburger en Autriche, qui est un film de fantômes, je crois. Honnêtement, je dois avouer ne plus tellement me souvenir ce que ça racontait. Ça fait quelques années que je l'ai vu. Ce n'est pas mémorable puisque je m'en souviens pas tellement. Mais il me semble que c'était correct, qui est quand même mieux que Regina, qui est vraiment épouvantable. En 2005, il y a eu Daniel et les Super Dogs, Daniel and the Super Dogs, réalisé par André Melançon. Un cas assez particulier, le film a été tourné dans les deux langues, en anglais et en français. Donc les deux langues sont une version originale. C'est assez moyen, c'est pas particulièrement passionnant, mais c'est pas particulièrement mauvais. En 2009, il y a eu Un cargo pour l'Afrique, Un Cargo to Africa, réalisé par Roger Quentin. Bon, je dois avouer que si ça n'avait pas été Roger Quentin, ce film ne serait probablement jamais devenu un conte pour tous, puisque le personnage, même si un des personnages principaux du film est un enfant, le personnage principal du film, c'est un adulte. Contrairement à tous les contes pour tous, c'est quelqu'un qui rêve de son cargo pour l'Afrique, qui veut retourner, qui veut voyager. Et l'enfant va essayer de l'aider à retourner à son cargo. Le personnage de l'adulte en question est fascinant. Il est très bien interprété. L'enfant fait la job très correctement. Mais c'est surtout pour l'adulte que le film est intéressant, qui est quand même vraiment un film très bien. Finalement, en 2014, il y a eu le dernier des contes pour tous, du moins jusqu'à présent, le film La gang des hors-la-loi, réalisé par Jean Baudry, à propos d'un groupe d'enfants qui veulent jouer au baseball, mais pour ce faire, vont aller sur l'ancien terrain de baseball qui est interdit. Ouh! C'est un film assez sympathique, même si c'est pas extraordinaire, c'est très correct. Mais, il y a un cinéaste dont j'ai déjà parlé dans le cas de Un cargo pour l'Afrique, Roger Quentin. C'est quelqu'un qui a eu un rôle intéressant dans Les Contes pour tous, puisqu'il a travaillé sur le scénario de le grand classique qu'est La guerre des Tucs. Il est aussi derrière La forteresse suspendue en 2001, il a participé au scénario, mais il a réalisé cette fois-ci. Et comme je viens de le mentionner, il a fait Un cargo pour l'Afrique. Mais il a aussi fait des films en dehors des contes pour tous, qui sont relativement des films familiaux qui auraient sans doute peut-être pu, pour certains d'entre eux, être des contes pour tous à proprement parler, qui sont tout à fait intéressants. En 1990, en 1990 est sorti de lui le film Simon les nuages. Donc, le personnage principal du film, c'est Simon, un rêveur, et plusieurs enfants vont le suivre, puisque il a rêvé d'une vallée cachée, où il se passe des choses et où il y aurait des dinosaures. Ouh! C'est un film, ma foi, fort sympathique, qui aura des suites. En 1991, Roger Quentin va sortir L'assassin jouait du trombone. Un film vraiment, vraiment, vraiment excellent.
C'est un genre de... Ce n'est plus du tout du conte pour tous, même si je crois que ça peut relativement être regardé par un public d'enfants, peut-être pas d'enfants trop jeunes. C'est une comédie policière en quelque sorte, dans lequel un ancien acteur qui se fait, à cause de sa gueule, avait tout le temps des rôles de mauvais, de méchants, qui est devenu agent de sécurité dans un studio de cinéma. Eh bien, il se retrouve, malgré lui, comme étant disons, associé à des assassinats. Il serait le suspect parfait, alors que ce n'est pas lui le coupable. Et donc, lui et sa fille vont essayer de trouver qui est l'assassin. C'est vraiment très bon. C'est drôle, mais c'est aussi mystérieux. L'ambiance est très réussie, le casting est excellent, les musiques... c'est un très, 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 très bon film. L'assassin jouait du trombone. En 92, il y a eu le téléfilm Le Grand Zèle, dont je ne sais absolument rien. En 1993, il y a eu Mathusalem, qui fait suite à Simon les Nuages, puisqu'à la fin de Simon les Nuages, Simon raconte un autre rêve qu'il a fait à propos de pirates. Et dans ce film, il va donc être question de pirates. Bien avant les Pirates des Caraïbes de Disney. Évidemment, quand je dis les Pirates des Caraïbes, je parle pas de l'attraction, je parle de la série de films. C'est un film fort sympathique avec Marc Labrèche, qui vole la vedette, même si officiellement les personnages principaux, ce seraient plutôt les enfants, même s'ils volent la vedette. En 1997, il y a eu La Vengeance de la femme en noir, qui fait suite à l'assassin du jouet du trombone. Bon, la suite est loin d'être aussi bonne que l'original, ça devient plus une comédie de tout et de n'importe quoi divers et varié, mais c'est un film amusant qui a plein de bons moments. En 97, il y a aussi eu Mathusalem 2, le dernier des Beauchênes, qui est la suite de Mathusalem, et donc en quelque sorte de Simon les Nuages, qui est vraiment très réussi. Peut-être même meilleur que le premier Mathusalem, en fait, probablement. Qui lui-même était probablement meilleur, en fait, certainement meilleur que Simon les Nuages. Et bon, comme mentionné, en 2001, il a fait La forteresse suspendue. En 2002, il y a eu Galidor, Defender of the Other Dimension, une série de télévision que je n'ai jamais vue. En 2008, il y a eu Ni sauvage ni barbare, un long métrage documentaire pour la télévision que je n'ai pas vu. Et en 2009, Un cargo pour l'Afrique, dont j'ai parlé tout à l'heure, je crois. Donc, Les Contes pour tous sont des films pour la famille qui sont importants pour le Québec, mais qui peuvent être aussi intéressants de voir à travers le monde entier. D'ailleurs, qui ont été distribués un peu partout à travers le monde entier, certains plus que d'autres, évidemment. Et qui nous pousserait à pouvoir nous intéresser aux différents artistes qui ont travaillé sur cette série de films, notamment Roger Quentin, qui a fait d'excellents films pour la jeunesse. Je ne saurais assez chaudement recommander L'Assassin jouait du trombone, qui est un excellent film. Mais il y a tout plein de contes pour tous qui sont absolument excellents, des classiques, La guerre des tucs, incontournable, Opération beurre de pinot, excellent, Boc et Batine, merveilleux. Les aventuriers du thème perdu, extraordinaire. Vincent et moi, magnifique. La championne, extraordinaire. Tirelire, Combine et compagnie, hilarant. Le retour des aventuriers du thème perdu, une suite étonnamment réussie. Mon petit diable, un film tout à fait intéressant et pertinent.
Sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Au revoir et à bientôt. Ho, ho, ho! Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode spécial du podcast des nous pour Noël 2023. Oh! Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous. Un épisode spécial Noël 2023. Ho, ho, ho! Si vous avez vu le spécial Noël 2022, vous connaissez beaucoup de choses sur Ciné-Cadeau, une tradition du temps des fêtes à la Télé-Québec. Mais il vous manque une information essentielle. Si Ciné-Cadeau a toujours principalement présenté des longs-métrages d'animation venant de tous les pays du monde, il a aussi présenté des films en prise de vue réelle.